Les EdTech Mondays UMOA sont soutenus par le Centre pour l'enseignement et l'apprentissage innovant de la Fondation Mastercard en partenariat avec Denso. Soyez tous les bienvenus à ce premier épisode des EdTech Mondays UMOA, une initiative du Centre pour l'apprentissage et l'enseignement innovant de la Fondation Mastercard. EdTech Mondays est avant tout une plateforme visant à faciliter les conversations pertinentes sur l'utilisation de la technologie dans l'enseignement et l'apprentissage en réunissant les principales parties prenantes, notamment les décideurs politiques, les entrepreneurs EdTech et les enseignants afin d'accroître l'accès à une meilleure éducation. Dans ce premier épisode des EdTech Mondays UMOA, nous allons dresser un état des lieux du paysage EdTech dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine et nous nous intéresserons particulièrement aux opportunités et défis. Afin d'obtenir un éclairage approfondi sur cette thématique importante, nous avons l'immense privilège d'accueillir à ce panel des EdTech Mondays UMOA 4 experts de l'éducation dans leurs domaines respectifs et qui nous viennent de pays de la région ouest-africaine. Il s'agit de Madame Mona Laroussi, directrice de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, IFEF-OIF, basé à Dakar au Sénégal. Rappelons que l'IFEF a pour mission principale de fournir aux États et gouvernements membres de l'OIF et à ses partenaires une expertise technique pour l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de leur politique éducative afin d'assurer une éducation inclusive, équitable et de qualité. Monsieur Yenataban Koné, directeur des technologies et des systèmes d'information au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de la Côte d'Ivoire. Le professeur Amadou Sidi Aliba, coordonnateur du projet du ministère de l'Éducation pour le développement du téléenseignement, PROMET, au Sénégal. Le PROMET fédère toutes les initiatives numériques dans les domaines de l'apprentissage et de la formation au sein du ministère de l'Éducation nationale du Sénégal. Et M. Boukari Mamachabi, directeur des systèmes d'information au ministère des enseignements maternels et primaires du Bénin. Je m'appelle Alexis Lekogo et je suis le modérateur de ce programme novateur. Paysage EdTech dans l'UMOA, opportunités et défis, c'est la thématique centrale de ce panel. Sachez avant tout qu'une étude commandée par la Fondation Mastercard sur le paysage EdTech dans la région UMOA révèle qu'il existe une opportunité d'adoption de l'EdTech pour accroître l'accès à une éducation pertinente et de qualité. L'étude a également révélé que l'accès à Internet et aux technologies de l'information présente une opportunité pour le développement d'un système d'éducation et de formation avec un taux de pénétration d'Internet de 32,7%. Les approches d'apprentissage basées sur la technologie peuvent aider à relever certains des défis auxquels sont confrontés les systèmes d'éducation et de formation dans les pays de l'UMOA. Suite à cette évaluation de la situation actuelle, comment accroître l'adoption de l'EdTech dans la région UMOA et quel rôle les pays de l'UMOA peuvent-ils jouer dans la création d'un écosystème EdTech dynamique et durable? Ouvrons le débat. Et honneur aux dames, si vous me le permettez, messieurs. Madame Laroussi, quelle est votre évaluation de l'adoption et de l'accessibilité des technologies éducatives EdTech dans l'espace UMOA? Tout d'abord, en fait, je vais l'aborder d'un point de vue de l'IFEF, parce que nous, on intervient un peu sur l'ensemble des pays de l'UMOA et même au-delà. L'IFEF intervient sur les pays et gouvernements membres de l'OIF, comme tu viens de le présenter tout à l'heure. Donc, les points en commun qui ressortent le plus, c'est un problème d'accessibilité avec ce qu'on appelle les zones blanches, les coûts importants, parce que la connexion chez nous, elle a un coût important. Après, il y a aussi tout ce qui est littératie numérique. Les gens ne maîtrisent pas forcément le numérique pour pouvoir travailler avec les outils numériques. Et en troisième lieu, les langues nationales, et je reviendrai là-dessus. En fait, sur les zones blanches ou les zones inaccessibles, ce n'est pas une spécificité de l'Afrique, loin de là. Parce qu'il y a par exemple dans des pays où il y a des reliefs où on ne peut pas avoir un accès à Internet. Il y a des zones où il y a une faible densité de population avec un étendue très important, donc on ne peut pas avoir une connexion Internet. Donc ce n'est pas une spécificité de nos pays.
Donc ça, pour commencer. Et le deuxième point, on ne doit pas attendre qu'on ait une infrastructure, que le pays doit être connecté à 100% pour pouvoir proposer une solution. On peut proposer des solutions tout en étant un pays qui est connecté moyennement ou un peu moins. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir, parce que tout le temps, l'Afrique n'est pas bien connectée. Oui, on n'est pas bien connecté, mais on n'est pas moindre que les autres. On doit aussi tenir compte de nos spécificités et travailler dedans. Et le troisième point, c'est les langues nationales. C'est vrai que nos jeunes aujourd'hui ne maîtrisent pas forcément les langues qui sont sur Internet. Ils aiment bien utiliser leur langue, le Wolof, le Serer, les langues du pays. Et donc ça aussi, il faut qu'on remédie à ça et qu'on ait des contenus qui nous sont propres et qui répondent aussi à notre langue nationale. Et ce n'est pas forcément parce que je prends une photo de mon menu et que je le poste que je maîtrise Internet ou que je maîtrise le numérique, loin de là. Donc, pour être positive et non pas dans le négatif, il y a des solutions pour ça. À l'IFEF, on a proposé qu'on ait des accès en mode asynchrone à des contenus de cours et de formation. Donc, on peut télécharger le cours et l'étudier à notre rythme. Il y a aussi ce qu'on appelle en termes techniques, et vous m'excusez le terme technique, des petits boîtiers qui jouent le serveur et qui sont des Raspberry Pi 4 ou autres, et où on peut mettre des terras et des terras d'informations dedans, et qu'on peut mettre à côté, et que les gens peuvent accéder à ça sans passer par Internet. Donc là, c'est une solution intermédiaire qu'on a mis en place. Nous développons dans le cas de IFADEM, notre programme phare de la formation des enseignants, des cours entièrement accessibles hors ligne, et ça, on donne cette possibilité aux enseignants de le faire. Nous développons aussi dans le cadre de notre programme École et langue nationale des contenus en langue nationale. Nous avons codé 44 langues nationales, donc on a du contenu en langue nationale sous forme, et ça c'est très important pour moi et pour tout le monde, je pense que l'Afrique devrait se mettre là-dessus, en ressources éducatives libres. Merci Madame Larossi pour cette vue d'ensemble pertinente et pour ce magnifique travail que vous faites auprès de l'IFEF-OIF. Focalisons-nous à présent sur l'adoption et l'accessibilité des EdTech dans certains pays de l'espace UEMOA dont sont originaires nos panélistes. Concrètement, quelle est la situation actuelle en Côte d'Ivoire, Monsieur Koné? Il faut dire qu'il y a une croissance véritable que nous remarquons dans le paysage ivoirien en termes de technologie appliquée à l'éducation. Nous avons constaté qu'en étant ensemble, l'Afrique peut relever beaucoup de défis. Et je le dis ensemble pour permettre la mutualisation des efforts qui sont déjà entrepris dans les différents pays. Donc, il y a une véritable croissance des solutions technologiques dans le paysage ivoirien. Et donc, pour la Côte d'Ivoire, ce qu'il a fallu dans un premier temps faire, c'est de passer à l'alphabétisation au numérique. Et donc, cette alphabétisation au numérique se présente de la façon suivante. Déjà, l'adoption du test, parce que là, il faut pouvoir légiférer sur la question. Et donc, la Côte d'Ivoire, à travers un décret, a adopté les technologies de l'information et de la communication comme étant des outils d'abord d'enseignement. Il faut les prendre comme un outil d'enseignement. La deuxième chose, il faut pouvoir enseigner la discipline TIC à l'école. Et donc, quand nous parlons d'alphabétisation au numérique, justement, c'est sous ces deux angles qu'il faut voir la chose. Donc, en utilisant les TIC comme étant outils d'enseignement, tout de suite, nous ratissons large parce que les enseignants en ce moment se trouvent, entre guillemets, contraints de se mettre au niveau. Les élèves, les apprenants, quant à eux, la discipline étant intégrée dans le curricula, les oblige à véritablement s'intéresser à la question des TIC. Merci M. Koné pour cette analyse pertinente. M. Ba, à présent, en tant que coordonnateur du PROMET, ce projet qui fédère toutes les initiatives numériques dans les domaines de l'apprentissage et de la formation au Sénégal, comment mesurez-vous, à votre niveau, l'effectivité des EdTech dans l'enseignement, la formation et l'apprentissage au pays de la Teranga? Pour le cas du Sénégal, je pense que la situation, on peut la juger quand même satisfaisante. Il y a des réalisations remarquables qui ont été faites par le gouvernement du Sénégal. Il y a d'abord les directives de l'État de privilégier ou de réorienter le système éducatif vers
le développement de l'enseignement orienté vers les sciences, les technologies et les innovations. Et on ne s'est pas arrêté là. Du point de vue infrastructure, aujourd'hui, on est sur quand même 6000 km de fibres optiques, ce qui est quand même considérable, et un taux de couverture en électricité au moins de 80%. Même si ce taux cache quand même des disparités territoriales, il faut le reconnaître. Mais je trouve quand même que ce sont des avancées importantes. Dans l'enseignement supérieur, je pense que nous sommes peut-être leaders en Afrique avec l'Université virtuelle du Sénégal, l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, qui est aujourd'hui la première université sénégalaise en termes d'effectifs. Ça répond à des défis qui nous interpellent tous, les défis démographiques. Dans un pays où la population double tous les 25 ans, où 50% de la population a moins de 20 ans, je pense que les technologies de l'information et de la communication, en tout cas les high-tech, deviennent en tout cas une opportunité pour répondre à ces défis-là. Revenons maintenant au PROMET. C'est une initiative qui a été donc lancée par le gouvernement du Sénégal. Au départ, c'était une réponse circonstancielle face à une crise qui a été un déclic, mais aujourd'hui, on est allé au-delà. Il y a une volonté d'en faire des réponses aux priorités, ou en tout cas aux défis. J'en ai parlé, les défis démocratiques, mais surtout également le défi de l'universalisation, de la démocratisation de l'enseignement et de l'éducation. Merci M. Ba pour cet éclairage. M. Chabi, maintenant, quelle place occupe actuellement l'utilisation des EdTech dans le système éducatif béninois? Il faut reconnaître qu'au Bénin, surtout depuis 2016, il y a des investissements forts en termes de fibre optique, en termes de salles multimédia au niveau du pays. Mieux, il y a eu un certain nombre de plateformes qui ont été développées. Je ne prends pas une plateforme comme EducMaster qui était en cours au niveau du secondaire. Et l'année scolaire écoulée, le primaire aussi a adhéré à cette plateforme. Et on a réglé beaucoup de choses. Non seulement on a pu insérer tous les apprenants avec leur grade, et à l'aide de la plateforme, on a généré de façon transparente les choix en fonction des quotas qu'on a. Donc, il y a des enseignants qui ne participaient depuis plus de 10 ans. Ils se sont retrouvés et c'était quand même un résultat très positif. Merci M. Chabi pour toutes ces informations relatives à l'effectivité des EdTech au Bénin. À présent, poursuivons ce panel qui a pour thème principal paysage EdTech dans l'UEMOA, opportunités et défis. Du 28 au 29 novembre dernier, un atelier EdTech Landscape basé sur une étude commandée par la Fondation Mastercard a été organisé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Un atelier auquel vous avez tous pris part. Alors la question est, quel enseignement tirez-vous de ces 2 jours d'atelier? On commence avec Madame Mona Laroussi de l'IFEF-OIF. Merci à tous ceux qui ont permis à cet atelier de se dérouler. C'était un atelier très riche en termes d'enseignement, en termes de discussion, en termes d'échange. Moi, j'ai apprécié en tout cas ce qui s'est passé. Donc, bravo et merci pour ça. Le premier constat, c'est qu'on doit tous mettre les mains dans la main, que ce soit institutionnel, que ce soit politique, que ce soit bailleur de fonds, pour qu'on puisse relever tous ensemble ces défis-là qui ont été présents. Donc ça, c'est mon premier constat. Travailler ensemble, mettre la main dans la main, public, privé, institutionnel, IFEF, l'ADA. Le deuxième constat, nous avons de merveilleuses start-up, de très belles start-up. On doit permettre à ces startups de vivre et de survivre et de bien travailler. Elles nous offrent de superbes solutions. Elles connaissent le milieu. J'étais très ravie de les écouter. Ils connaissent les problèmes. Ils présentent des solutions contextualisées. Ce n'est pas des solutions importées, c'est des solutions qui répondent à nos besoins et à notre contexte. Merci Madame Laroussi pour le partage de cette expérience et cet engagement, cette passion pour l'utilisation des EdTech dans les systèmes éducatifs africains. Monsieur Koné, plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue de cet atelier. Aujourd'hui, comment les convertir en actions tangibles sur le terrain afin de faciliter l'amélioration de l'enseignement, de la formation et de l'apprentissage avec, bien sûr, l'apport des EdTech? Nous avons parlé de la mutualisation des efforts. Il faut une synergie d'action entre les différents acteurs de l'écosystème éducatif. Lorsque une start-up
dans un environnement bien précis, développe une technologie orientée peut-être enseignant, et que dans le même environnement, nous avons aussi une autre start-up qui veut intervenir dans le secteur de l'éducation, je proposerais qu'elle regarde une autre facette pour créer cette complémentarité entre les entreprises qui naissent, et elle parle de viabilité justement. Quand vous faites la même chose, la concurrence devient plus rude et c'est sûr que certaines startups vont mourir très vite. Alors s'il y a cette synergie d'action, cette complémentarité entre les entrepreneurs, je suis convaincu d'une chose, comme j'ai coutume de le dire, nous pourrons relever tous les défis de l'Afrique. Merci, M. Koné. Poursuivons sur ce retour d'expérience de cet atelier EdTech Landscape organisé par la Fondation Mastercard. Monsieur Ba, y a-t-il eu des idées ou des solutions innovantes posées par les participants qui ont retenu votre attention et que vous trouvez particulièrement prometteuses? Moi, j'ai beaucoup apprécié l'idée de produire en masse dans la langue nationale, mais également de créer des modules qui permettent aujourd'hui de protéger nos enfants. Parce que aussi, ce sont des technologies qui ont leurs avantages, mais également qui ont aussi leurs limites. Mais aussi enseigner la citoyenneté et le civisme. Nous connaissons l'usage subversif qu'on peut avoir de ces technologies-là. L'autre aspect également, c'est peut-être créer un centre d'excellence ou de renforcer pour avoir des compétences numériques dans des pays, en tout cas liémois, parce que c'est un espace déjà que nous partageons. Mais je pense que profitons de cet espace commun pour développer des politiques qui permettent de répondre à des solutions à nos problèmes communs. Fondamentalement, c'est ça que j'ai retenu de cet atelier que je trouve magnifique à refaire. Il faut un suivi, évaluation, et que la prochaine fois, qu'on puisse aller plus loin dans, en tout cas, la recherche de solutions. Et en tout cas, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est irréversible. On ne peut pas revenir en arrière. Donc, autant faire des efforts, tirer les enseignements et les mettre au profit de nos pays. Merci à tous pour ce retour d'expérience sur cet atelier EdTech Landscape organisé par la Fondation Mastercard et bien sûr ce tour d'horizon sur l'effectivité des EdTech dans la région UEMOA. À présent, nous allons nous adresser à notre public, à nos contributeurs, participants également de cet atelier EdTech Landscape organisé par la Fondation Mastercard. Nous allons d'abord céder la parole à M. Albert Nzengiyumva, directeur exécutif de l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, ADEA. Je voulais d'abord vous dire que l'ADEA est content d'avoir participé, co-organisé cet événement, cet atelier ici. L'ADEA étant un forum hébergé par la Banque africaine de développement et qui a comme mission de promouvoir le dialogue politique en matière d'éducation et de formation sur le continent. Et nous sommes aussi, nous facilitons aussi le partenariat. Je pense que l'idée du partenariat est revenue à plusieurs reprises, notamment sur une question aussi importante qui est l'intégration des nouvelles technologies dans l'éducation. Alors, pour revenir sur la question de l'atelier, l'idée ici qui me semble importante, c'est de comprendre que bien que les pays travaillent, chacun dans son domaine, développe les politiques et les stratégies, nous sommes dans un monde interconnecté. Ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal peut avoir un impact dans un autre pays proche, même plus loin. Mais quelles sont les leçons que nous tirons de cet atelier? Premièrement, au vu des discussions qui ont lieu, nous avons besoin de politiques qui sont claires. Et qu'est-ce que c'est qu'une politique? Une politique, c'est d'abord de comprendre les besoins qu'on a et ensuite de définir les priorités. Et ici, en ce qui nous concerne, quand on tient compte des difficultés que nous avons dans l'éducation, il y a d'abord le problème d'accès sur lequel les panélistes sont revenus. Il y a des problèmes de qualité de l'éducation. Il y a beaucoup d'efforts en la matière. Mais aussi, il y a ce que nous utilisons le terme de la relevance. En quelque sorte, est-ce que l'offre de notre éducation répond aux besoins du marché du travail? Deuxième point, c'est aussi de comprendre que quand on prend l'exemple des pays qui sont très avancés, les États-Unis, je prends les plus récents, le Singapour, la Corée du Sud et d'autres, une des raisons de leur réussite,
c'est l'investissement dans l'éducation. Ils ont choisi l'éducation comme le moteur de leur développement socio-économique. Et je pense que, et c'est de là que nous pouvons comprendre la nécessité de mettre tout en œuvre pour voir comment l'intégration des technologies peut nous aider à atteindre nos objectifs. Je reviens encore et j'insiste beaucoup sur le partenariat, c'est très important. Il faut qu'on invite le secteur privé, notamment le secteur privé qui est impliqué dans les nouvelles technologies, d'investir aussi. Quand on voit dans des grands pays encore, je reviens sur ça, ils financent l'éducation directement parce que le retour, justement, parce qu'ils clament qu'ils n'ont pas de personnel qualifié, mais ils ont un rôle aussi à jouer dans cette demande pour ça. Donc, je crois que ce partenariat est très important. Donc, voilà un peu de moi ce que je peux résumer de l'atelier que nous venons de clôturer. Merci beaucoup. Merci pour cette contribution éclairée, Monsieur Albert Nzengi-Yumva. Nous rappelons que vous êtes le directeur exécutif de l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, ADEA. Recevons à présent de nouvelles contributions et commençons par Madame Marie-Lucienne Guessant, informaticienne, initiatrice des programmes Digital au féminin, Tour et Digital dès la base. Je suis très honorée de prendre la parole à ce panel. Au cours de cet atelier, j'ai pu effectivement constater, comme les panélistes l'ont signifié, qu'en Afrique et dans la région UEMOA en particulier, on a tous les mêmes réalités en ce qui concerne la EdTech. Et l'un des défis majeurs qui est revenu lors des échanges, c'est l'accessibilité au matériel informatique. On arrive dans certaines villes où des jeunes filles n'ont même pas la possibilité d'avoir un simple smartphone. Donc nous, on y va, on fait 5 jours de formation assez pratique sur les technologies, mais quand on sort de ces villes-là, comment est-ce qu'elles poursuivent la formation pour pouvoir utiliser les technologies? Donc c'est le lieu d'encourager nos responsables politiques, nos autorités, à alléger les taxes sur le matériel informatique, de sorte à donner la possibilité au maximum de personnes de pouvoir s'en procurer. Et à côté de cela aussi, je pense qu'il est important de mettre à disposition des salles multimédia très équipées. Quand on parle encore de technologie, on sait qu'il y a une faible présence féminine dans ce domaine-là. Donc, c'est le lieu d'encourager aussi le développement de solutions EdTech qui peuvent encourager davantage les jeunes femmes à s'intéresser aux questions numériques et aussi développer des solutions pour des personnes issues des milieux défavorisés et aussi les personnes en situation de handicap. Merci Madame Guessant pour ce plaidoyer en faveur d'une technologie inclusive et équitable pour tous. Cédant à présent la parole à Monsieur Lamine Barrault, président, directeur général de Etudesk. Très rapidement, pour présenter Etudesk, on est spécialisé dans la gestion de projets de formation en ligne. Et nous avons eu l'honneur d'effectuer cette étude-là. Donc, durant ces 3 derniers mois, nous avons parcouru 9 pays. Et donc, on a eu à échanger avec plus de 56 acteurs, donc des entrepreneurs, des investisseurs dans l'éducation, des incubateurs, des accélérateurs et tout ça. Et nous avons pu terminer cette étude avec beaucoup de positivité. On s'est rendu compte qu'il y a effectivement un marché. Par exemple, on s'est rendu compte qu'en termes de budget dédié à l'éducation dans la région de l'UEMOA, on est à plus de 5 milliards de dollars. Et donc ça, c'est des chiffres très intéressants. On a aussi identifié plus de 38 millions d'élèves, que ce soit dans le primaire, le secondaire et pour l'enseignement technique et supérieur. Et en termes de défis, il y a une solution, par exemple, qui va permettre de résoudre 90% des problèmes que nous avons identifiés. Et la solution elle est très simple, c'est de la synergie. C'est de mettre en place des actions de synergie. Et donc, c'est de mettre en place des plateformes où nous allons pouvoir retrouver sur une même table les entrepreneurs, les décideurs, les investisseurs et pouvoir facilement créer des solutions, co-développer et mettre en place des solutions qui permettent de créer de l'impact dans toute la région. Merci Monsieur Lamine Barrault et merci à tous pour vos contributions. Merci également au public pour sa participation active à ce débat et un grand merci à nos chers panélistes. Cette émission s'achève dans quelques instants, mais avant de nous quitter, le mot de la fin pour chacun d'entre vous. On commence avec Madame Laroussi. Le mot de la fin, conjuguant aussi le numérique au féminin. Nous avons vu de brillantes informaticiennes ici et soyons ensemble pour relever les défis. Merci Madame Laroussi. Monsieur Koné. Bien, le mot de fin, c'est de faire en sorte que nous puissions être tous ensemble, avoir le même objectif, avoir des solutions communes, comme l'a dit M. Barrault, co-développer des solutions pour le secteur UEMOA. Merci. Merci M. Koné. M. Ba. Nous devons
exploiter la puissance de la révolution numérique pour en faire une éducation de qualité, donc qui est non seulement un bien public, mais un droit de l'homme. Et c'est ça aujourd'hui notre priorité au niveau du ministère de l'Éducation nationale, sous le leadership de notre ministre Cheikh Oumar Anne. Et M. Chabi, votre mot de la fin? Mutualisons les efforts au niveau de la sous-région et le mouvement va gagner. Merci. Merci M. Chabi et merci à tous. Et c'est ainsi que s'achève ce premier épisode des EdTech Monday UEMOA, initié par le Centre pour l'enseignement et l'apprentissage innovant de la Fondation Mastercard. À bientôt pour un prochain numéro. Les EdTech Mondays UEMOA sont soutenus par le Centre pour l'enseignement et l'apprentissage innovant de la Fondation Mastercard en partenariat avec Denso.